Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour cette table ronde intitulée « Où en est le souffle insurrectionnel ?» Et pour parler de ce sujet avec moi, Jean-Baptiste Aran. Jean-Baptiste, vous êtes... Ils sont partis déjà, hein, ils font la discussion. Jean-Baptiste, vous êtes écrivain, journaliste, critique littéraire. Enfin, vous avez été tout ça dans votre vie, notamment à Libération. Jour de mai, qui vient de paraître chez Verdier, le recueil de vos articles publiés dans l'IB entre le 5 et le 30 mai 98, où à partir de la presse de 68, vous nous remémorez les événements de mai 68 au jour le jour, mais dans un subtil système de montage, collage d'informations, donc qui ne concerne pas que les grèves, les manifestations étudiantes. On voit ce qui se passe aussi ailleurs et en mai 68. Arnaud Bertina, vous n'étiez pas né en mai 68, mais vous vous intéressez à la violence des inégalités contemporaines et à la violence que cette violence induit sur les hommes. Dans votre dernier roman, Des châteaux qui brûlent, publié à la rentrée d'automne dernière chez Vertical, vous nous enfermez dans une usine d'abattage et de conditionnement de poulets en Bretagne, dont les salariés menacés de perdre leur emploi par une liquidation judiciaire séquestrent un secrétaire d'État, Pascal Monville, venu pour essayer de trouver des solutions. C'est un roman polyphénique où les voix redonnent vie au corps malmené. Jean-Baptiste, vous l'expliquez dans le prologue du livre, mais pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, on va en parler un petit peu. Vous nous racontez où vous étiez, vous, en mai 68 ? Oui, je le dis, oui, parce que j'étais déjà vieux, quoi. Ça s'est pas arrangé. Je suis pas un spécialiste de mai 68, hein. J'ai l'impression d'être un peu un imposteur ici, parce que, alors, effectivement, j'avais 19 ans et j'étais étudiant à Nanterre, donc qui était une fac un peu emblématique de ce qui se passait, mais moi, j'étais juste un piéton de cette aventure. Il se trouve qu'en 98, il y avait déjà eu, moins solennellement qu'aujourd'hui, l'anniversaire de mai 68, c'était les 30 ans. Donc j'étais à l'époque journaliste à Libération et on m'avait demandé de tenir un journal au jour le jour, c'est-à-dire que le 6 mai 98, je racontais ce qui s'était passé le 6 mai 68. Mais ce que je racontais, c'était pas mon expérience, c'était en fait une revue de presse. On m'envoyait, parce que j'habitais à Toulouse en plus à l'époque, on m'envoyait une liasse des journaux de l'époque et je picorais dedans des petites informations pour construire un journal 30 ans plus tard, quoi. Et donc 20 ans après ces 30 ans-là, ça fait 50, c'est aujourd'hui, un éditeur s'est souvenu de ces chroniques et a souhaité les publier, quoi. Voilà, donc je viens ici rendre compte d'un livre que j'ai écrit à 20 ans sans vraiment le faire exprès, sur des souvenirs d'il y a 50 ans que j'ai tout oublié. Voilà. On va essayer de trouver quand même plein de choses à dire. Il y a une préface de Mathias Sénard que Mathias a accepté de faire pour le livre. Je vais en lire un tout petit bout. J'ai toujours considéré, bon an mal an, que ces événements de mai 68 faisaient partie de notre héritage, qu'ils nous avaient formés, que bonne part de notre culture actuelle s'était construite sur les événements de mai. Événements qui, en ce qui me concerne, nourrissent une immense curiosité. Une curiosité mêlée de tendresse pour la génération qui nous a précédés, ce peuple de héros. Et il finit... C'est ironique. Hein. Il finit sa préface par « Place aux jeunes, place aux générations précédentes, si glorieuses que vous fûtes, vous voici au musée. » Là, c'est une question que je vais poser à Arnaud. Arnaud, toi, tu as quelle vision? Tu es né quelques années plus tard, la génération des années 70. Tu as quelle vision des années de mai 68? Est-ce qu'il y a quelque chose de mythique? Est-ce qu'il y a une impression d'avoir loupé le coche
plus jeune de se dire j'aurais voulu en être, et puis plus tard d'être plus critique? Ah non, 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 je fais pas d'anachronisme. J'aurais voulu en être, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire, bon, bah voilà, les choses sont comme ça. Mes parents ne s'étaient pas encore rencontrés. Donc, et ensuite, d'avoir une sorte de jugement un peu comme ça, un peu docte sur les impasses de mes 60, ça ne m'intéresse pas du tout et je veux jamais parler comme ça. Donc, non, dans mai 68, il y a des tas de choses qui sont enthousiasmantes et d'autres qui sont fascinantes sur le plan politique. Et en fait, là, dans les commémorations, on insiste plus, alors c'est un peu particulier je trouve, on insiste plus sur le choc culturel qu'a représenté mai 68 et tout ce que ça a pu faire évoluer dans la société française sur le plan des mœurs, sur le plan de... Alors ça c'est tout à fait passionnant, mais en fait ça sert à écarter, c'est assez clair aujourd'hui dans la façon officielle d'en parler, ça sert à écarter aussi l'incroyable bilan social de mai 68. Les accords de Grenelle, c'est quelque chose d'invraisemblable sur le plan des acquis sociaux. Et en fait, aujourd'hui, on a tellement de mal à obtenir des choses sur le plan social, voire même à défendre des positions sur le plan social, que obligatoirement, quelque chose comme les accords de Grenelle, ça peut que faire rêver. Sauf que c'est justement ça qu'on veut un peu oblitérer, parce que ça serait rappelé trop facilement aux Français que, il y a seulement 50 ans, il était possible de vraiment bousculer le pouvoir et d'obtenir une amélioration très très concrète de la vie des gens. Le SMIC, qui à ce moment-là gagne 35% dans le cadre des accords de Grenelle, c'est incroyable. Donc c'est fascinant sur le plan de la culturelle et sur le plan des mœurs, mai 68, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi fascinant sur le plan de la lutte sociale. Or, ça, on a tendance à vouloir, non pas l'oublier, mais à vouloir l'écarter un peu, quoi. Ne pas rappeler aux Français qu'il y a eu aussi ça. Or, quand on met l'accent que sur la question culturelle, on fait quelque chose qui est un petit peu bizarre parce que en fait, la question culturelle, donc par exemple, sont les plus grandes figures connues. Donc par exemple, Cohn-Bendit. Cohn-Bendit, il est plus de ce côté-là que du côté de la lutte sociale à proprement parler. Les accords de Grenelle, il n'est pas impliqué dedans, etc. Or, aujourd'hui, Cohn-Bendit, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui trouve fantastique de faire un film dans un café avec Emmanuel Macron. Donc c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de ne retenir que l'évolution des mœurs et de la société et de passer un peu sous le tapis tout ce que pas simplement les syndicats, hein, c'est plus large que les syndicats, mais 68, même des fois ça déborde beaucoup les syndicats, mais ce que les salariés en France ont réussi à obtenir à ce moment-là, quoi. Oui, ça déborde beaucoup les syndicats. Dans un des articles du livre, Jean-Baptiste, vous montrez bien qu'il y a un moment où effectivement les syndicats vont signer et on leur dit la grève va s'arrêter. Ouh là là, chacun décidera dans son usine ce qui va se passer. On ne peut pas nous décider de nous-mêmes puisque finalement ils ont été un peu débordés. Oui, enfin les directions syndicales ont été suivistes. Mais débordés, ils ont même essayé de reborder tout sans réussir à le faire. Je suis d'accord avec ce que dit Arnaud, à ceci près que je ne suis pas sûr que ce soit vraiment oublié. Effectivement, il y a mai 68, c'est une sorte de label culturel qui d'ailleurs déborde mai et même 68, parce que ça touche beaucoup de questions qui même ont précédé mai 68. Par exemple, la loi Neuwirth, c'est 67, c'est pas 68. En revanche, c'est la plus forte mobilisation générale ouvrière, c'est la plus forte, plus qu'en 1936, occupation d'usines. Et effectivement, les accords de Grenelle ont représenté des avancées supérieures à celles de 1936. Il faut dire aussi qu'il n'y avait pas de chômage. Il y avait 2% de chômeurs en 68, on croit rêver. Et il y avait de la marge. Et effectivement, il y a des choses qui ont été gagnées. Quant aux syndicats, je me souviens, ou je le raconte, je me souviens l'avoir lu plutôt que je m'en souviens, on demande, à la fin des accords de Grenelle, quand ils sont signés, on demande à Segui s'il va appeler à la reprise du travail. Et il dit non, parce que je n'ai jamais appelé à la grève. La trace dans nos mémoires de mai 68 passe beaucoup par le discours. Enfin, c'est quand même l'art du slogan, des petites phrases, des deux côtés d'ailleurs. Entre la chienlit d'un côté, nous sommes tous des juifs allemands de l'autre, soyez réalistes, demandez l'impossible, et puis les Français sont des veaux. Ce discours-là, est-ce qu'il est maintenant un petit peu... est-ce qu'il occulte finalement tout ce qui s'est passé derrière, qu'on se souvienne de ces slogans? Et puis,
par rapport à... Vous êtes écrivains tous les deux, par rapport à le fait que tout le monde s'approprie la langue, le discours. C'était quand même quelque chose un peu nouveau. Oui, moi, je suis moins optimiste là-dessus. D'abord, je pense qu'un slogan comme « Je suis Charlie » est l'écho direct de « Nous sommes tous des juifs allemands », avec un contenu quand même moins explicite. En revanche, 68, c'était effectivement... je pense que globalement, le sentiment, c'était une lutte contre l'autorité. C'est pour ça que la question de la prise du pouvoir est assez ambiguë de la part des manifestants, pas de la part des politiques qui ont loupé leur affaire. C'est une question assez ambiguë parce que c'était le pouvoir lui-même qui était, pas le pouvoir en place, mais la notion même de pouvoir qui était contestée. Bon, aujourd'hui, c'est un peu différent parce que moi, je suis assez impressionné par le sentiment que tout le monde pense qu'il prend la parole, tout le monde croit prendre la parole sur Facebook, tout le monde pense prendre la parole sur Twitter, toutes choses dont je ne connais que le nom. C'est pas la même chose que se lever au milieu d'êtres vivants et de dire voilà d'où je parle et voilà ce que j'ai à dire. Je pense que cette leçon-là, elle s'est un peu perdue. Mais il y a des gens qui le font. J'ai vu à Notre-Dame-des-Landes, par exemple, une fille à la télé tenir un discours vachement formidable et qu'on ne tient pas sur Facebook. Donc ce n'est pas perdu, mais je pense que ça a été dévoyé. Je crois que Maurice Blanchot, en 68, disait ce qui compte, c'est de dire, c'est pas ce qu'on dit. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se contente d'être en situation de dire sans savoir exactement ce qu'on a à dire. Effectivement, Blanchot disait que l'écrivain révolutionnaire ne doit pas mettre son art au service du soulèvement, mais se noyer dans le flux impersonnel du discours. Arnaud, ton roman est polyphonique. Moi, je ne trouve pas ces voix impersonnelles, le flux impersonnel du discours, mais est-ce que quelque part, ça ne rejoint pas quand même cette idée de Blanchot, le fait d'avoir donné voix à tous ces salariés dans les châteaux qui brûlent? Je voudrais d'abord répondre à ta précédente question là, sur les slogans. Je ne pense pas qu'on puisse se passer de slogans. Tu disais, est-ce que finalement les slogans effacent pas un peu le... Mais en fait, le slogan, c'est un peu la crête fantastique, la crête visible d'une lame de fond. Et on ne peut pas se passer de slogan. Et il y a toujours en fait, le principe du slogan. Un slogan qui marche, c'est un slogan qui arrive à condenser une intelligence et une espèce de joie de communiquer avec les autres. Dans le slogan, il y a vraiment ça. C'est-à-dire, si j'arrive à faire une phrase courte, drôle, percutante, acide, elle va obligatoirement exprimer l'espèce de joie qu'on a à communiquer les uns avec les autres, c'est-à-dire à dire tiens, je vous demande pas de vous rallier à moi, je vous demande de vous rallier à cette idée, voilà. Et ça, je crois que c'est nécessaire, c'est-à-dire que peut-être une révolution qui se ferait sans aucun slogan, je suis pas certain que ce soit une révolution qui atteigne sa cible. Là, dans les manifestations contre la loi travail numéro 1, il y a eu mais des flopées de tags et de slogans, mais qui avaient la même incroyable intelligence. Et en fait, moi, ce que je trouve magnifique, c'est que les slogans ne sont jamais signés. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, à un moment donné, dans une manifestation, et parfois à un moment où les CRS chargent, etc., et ben, en fait, là, à ce moment-là, ce qu'ils ont envie de faire, c'est quelque chose de très drôle, de très malin, de très bien vu, et qui va rallier les autres, et qui ne sera pas signé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce qui est important, c'est pas de ramener de l'individu, de se mettre en scène, etc. Je peux juste raconter juste un tout petit exemple de ça, et pour montrer que mai 68 n'a pas l'apanage de la drôlerie, de la pertinence, dans une des 3 manifs les plus violentes contre la loi travail à Paris, passait boulevard du Montparnasse. Et boulevard du Montparnasse, il y a à un endroit une des plus vieilles librairies, une des plus intello, une des plus chic, une des plus intéressantes, qui s'appelle Chan. Et en face, sur le trottoir en face, et le boulevard il est quand même assez large, il y avait une sucette de co. Et les sucettes de co faisaient évidemment partie des cibles des manifestants. Ça faisait partie des 4 types de cibles. Et donc il y a quelqu'un qui est arrivé avec une masse, qui a cassé le verre des 2 côtés. Et donc c'est un verre qui est fait pour se casser en plein de petits morceaux, de manière à ce que
ça soit pas trop dangereux. Et donc, de part et d'autre de la Sucette de Caux, il y avait comme ça un monticule de la vitre, le feu la vitre. Et le type, alors que vraiment, il y avait des j'étais dedans, il y avait des charges de CRS en permanence. Donc normalement, à ce moment-là, on a autre chose à faire que de faire des blagues. Et bien justement, non. Et donc le mec, avec une bombe, il a écrit, voyant qu'il y avait une librairie en face, 50 nuances de bris. Et c'est magique parce qu'à ce moment-là, ça n'a rien à voir avec le contexte de la manifestation. Et en même temps, justement, le fait que ça passe par l'humour et par un autre sujet que la manifestation et que la colère contre la loi travail, eh ben c'est quand même de montrer que dans l'insurrection, il y a toujours une puissance de vie incroyable, quoi. Et c'est ce qui s'est exprimé en mai 68 de manière magique, mais en fait, c'est ce qui s'exprime en permanence dès que les gens se rassemblent dans des manifestations qui ne sont pas encadrées ni par les syndicats, ni trop par la préfecture de police, etc. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose de sauvage dans la manifestation, eh ben ce qui s'exprime, c'est le plaisir d'être ensemble et l'espèce d'intelligence incroyable qui n'est signée par personne et qui appartient à tout le monde. Et ça, moi, je trouve ça splendide. Si je repasse à la deuxième partie de la question et à mon roman, je pourrais dire que, oui, dans mon fantasme, c'est un peu ça que j'essaye de traquer. C'est-à-dire de montrer des moments où donc il y a une quinzaine de personnes qui prennent la parole sur le livre et de montrer que tout d'un coup, parce qu'ils décident de bloquer l'usine, parce qu'ils décident de mettre un caillou dans la chaussure du fonctionnement politique habituel en gardant ce secrétaire d'État avec eux, en le retenant en otage, tout d'un coup, ils sont plus dans le cadre normal, ils n'ont plus besoin de mettre leur Charlotte, de mettre leur blouse, ils n'ont plus besoin d'utiliser les détergents qu'ils utilisent d'habitude pour se laver les mains, etc. Donc tout d'un coup, tous les rapports entre eux se réinventent. Et ça, c'est incroyable. C'est une sorte de renaissance. C'est-à-dire que tout d'un coup, on découvre son ancien collègue, on découvre que, ah bah tiens, dis donc, qu'est-ce qui sent la sueur ? Ou alors, ah bah tiens, au contraire, qu'est-ce qu'elle a de beaux cheveux ? Parce que ça y est, il n'y a plus la Charlotte pour les retenir. Et ça, en fait, ça libère l'intelligence. De redécouvrir son voisin, de lui découvrir un autre corps, une autre présence, de parler avec lui d'une manière qui sera plus prise dans la hiérarchie, mais qui au contraire sera sur une forme très horizontale, de grand respect. Voilà, tout le monde a le droit de parler. Mais ça libère l'intelligence et ça libère le plaisir de parler avec les autres. Et ça n'a pas de prix et c'est ce qui se retrouve dans toutes les amorces de révolte. Dans les manifs de la loi travail de première, il y a eu tout le mouvement Nuit debout autour. Ça aussi, ça a été une libéralisation de la parole. Toi, tu y as été pas mal, il me semble, Arnaud. Est-ce que on arrive justement à se libérer de l'idée de mai 68? Enfin, moi, Nuit debout, je pense toujours à l'Odéon. Enfin, est-ce que le poids des aînés, des héros, comme dit Mathias avec beaucoup d'ironie, Jean-Baptiste, on arrive à s'en libérer? Mais il ne faut pas toujours s'en libérer. C'est très bien d'avoir des figures héroïques en tête. C'est très bien d'avoir, même si on peut toujours discuter pendant des heures du bilan de mai 68, mais il ne faut pas toujours tuer le père. C'est pas toujours intéressant. Il n'est pas toujours là, le combat. Si on s'occupe que de ça, ensuite on manque le combat dans le présent. C'est-à-dire que si je m'occupe, quand je vais à Nuit debout, si je m'occupe de débiner mai 68, mais j'ai tout perdu. Je suis l'idiot du village, quoi. À ce moment-là, quand je vais à Nuit debout, l'ennemi ou le problème, c'est la loi travail. C'est pas mai 68. Et mai 68, ça doit rester là, au contraire, comme un réservoir de choses enthousiasmantes, de choses dont on a à apprendre parce que peut-être à un moment le pouvoir a réussi à remettre la main sur ce mouvement-là, et pour quelle raison, et donc on a à le comprendre pour peut-être pas tomber dans le même piège. Donc inventer des luttes contre les autres luttes, ça, c'est la pire chose à faire, quoi. Et je pense au contraire que mai 68 a été un moment tellement complexe, tellement riche, que le dézinguer ou le mettre de côté, c'est idiot. En plus, on fonctionne toujours avec des modèles. En mai 68, obligatoirement, il fonctionnait avec des modèles. Ça n'existe pas de ne pas avoir des modèles en tête. Et souvent, on dit, tiens, c'est un manque de sincérité, c'est parce que vous pensiez à mai 68 au moment où vous preniez la parole à Nuit debout. Mais pas du tout. Ça n'existe pas, la sincérité. Je veux dire, on est toujours avec des représentations en tête, et c'est ça qui motive. Si mai 68 n'avait pas existé, je ne sais pas si les gens prendraient la parole avec autant de plaisir et le sentiment de se libérer quelque chose. Donc non, il faut... Je te posais la question parce que je ne sais pas si vous avez entendu là sur les grèves de cheminots. J'entendais une interview l'autre jour en disant non, mais on ne refait pas mai 68, nous on va faire avril 2018. Il y avait un côté, on veut, à chaque fois on compare, à chaque fois qu'on est en grève, il y a une comparaison immédiate de la part des médias. Et genre, il y en a ras-le-bol, quoi. On est en train de faire quelque chose. Vous avez conscience de ça, Jean-Baptiste ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a le sentiment aujourd'hui de
pensaient que mai 68 était un échec. Moi, mes enfants, je les envoyais à Nuit debout, j'étais trop vieux pour y aller, mais ils y allaient. Mais ils disaient non, 68, vous avez perdu. On a perdu parce qu'on n'a pas pris le pouvoir, mais en vérité, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a gagné. La société a gagné quelque chose, beaucoup de choses. J'ai oublié la question, mais je voulais te faire une remarque. Tu dis les slogans, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit sur les slogans, et surtout, on ne cherche pas l'auteur d'un slogan. Et bizarrement, je me souviens qu'il y a 2 ans, on a cherché qui était l'auteur de Je suis Charlie. Et on l'a trouvé, et en plus, c'est un type qui est plutôt souhaité rester dans la discrétion, mais il n'empêche qu'il y a eu un réflexe de la part des journalistes, dans un premier temps en tout cas, de savoir qui c'était, et je ne suis pas sûr que ce soit un progrès. Ça, je pense que c'est le cas presque à toutes les époques, en tout cas dans l'ère contemporaine, c'est toujours de vouloir remettre à tout prix de l'individu là où il y a du collectif qui s'exprime, quoi. C'est-à-dire que le type, s'il n'a pas voulu signer son slogan, ça a du sens, ça veut dire quelque chose. Et donc que derrière, on veuille à tout prix l'isoler et dire « Ah, en fait, c'est juste toi, ça n'est que toi, avec ta petite vie et tes contradictions », c'est une façon de désamorcer complètement la chose. Et c'est pour ça que cette idée que depuis 50 ans, il y a une victoire du libéralisme économique, c'est indiscutable. De l'individualisme, c'est probablement indiscutable. Mais je ne suis pas certain que mai 68 soit la semence de cet individualisme. Parce qu'effectivement, il y avait l'idée de maîtriser son destin. Mais cette idée, elle était collective. Les enfants de cette idée-là, c'est Notre-Dame-des-Landes, ça a été entre-temps le Larzac, etc., qui étaient en fait des projets collectifs, même si c'était des projets spontanés. C'est pas la même chose. Et bon, tu as dit que Danny Cohn-Bendit maintenant était devenu un type qui voulait faire un film dans un café avec Macron. Je ne savais pas qu'il voulait faire un film dans un café, mais ah bon. Mais bon, oui, bon, on n'est pas obligé de vieillir bien, quoi. Cohn-Bendit disait à l'époque qu'il voulait renverser le capitalisme. Il y a encore un peu de boulot. Oui, puis on compte plus tellement sur lui. Oui, non, mais il a fait du boulot. Est-ce que... Non, puis il a eu la sagesse d'arrêter. Non, mais c'est vrai. Mais enfin, quand on voit les 3 leaders charismatiques, en fait, tout au moins ceux qui sont en photo, Sauvageau, bon, Gesmar, il a tenté aussi une petite carrière politique, il a fini conseiller de Delanoë à Paris, il a fait ce qu'il a pu, il est toujours de ce monde. Oui, peut-être, oui. En tout cas, Sauvageau, lui, il a exprimé le désir de continuer sa carrière de prof, de militant PSU, il est devenu soldat, et puis il est mort accidentellement l'année dernière, mais il a eu une sorte de fidélité à une absence d'ambition personnelle, ce qui n'est pas le cas des personnes des 2 autres cités, quoi. Mais par ailleurs, c'est aussi un mauvais procès de dire que tous les anciens leaders de 68 ont fait des carrières formidables, etc. C'est pas vrai. Danny Cohn-Bendit, que je vois de temps en temps, effectivement, il a été homme politique, il a été adjoint à la mairie de Francfort, il a été longtemps député européen, et il a fait dans ce rôle-là un vrai travail de député européen, mais enfin pas avec la casquette de révolutionnaire. Hein. Bon. Et puis qui d'autre? Non, il n'y a pas de... Serge July a dirigé une entreprise, d'ailleurs il n'était pas dans les 3. Et puis quoi d'autre? Il y a eu un sénateur, il y a eu... Non, on ne peut pas dire que ces gens-là, à côté de ceux qui ont ruiné parfois leur santé, et en tout cas leur carrière économique, qui se sont établis en usine, c'est une minorité qui a fait quelque chose. Est-ce qu'un héritier de 68 a pris le pouvoir quelque part? Oui, Václav Havel, ça doit être le seul. Et puis il a bien fait, et il l'a bien fait, quoi. Est-ce que 68, c'est... Je sens que vous allez m'engueuler. C'est le grand rendez-vous raté entre le monde étudiant et le monde ouvrier? À l'époque, on appelait ça la jonction. Maintenant, on appelle ça la convergence des luttes. Ben oui, ça reste un espoir. Je ne sais pas s'il y a eu une jonction réelle en 68. Moi, je suis allé distribuer des tracts à l'entrée des usines. Ils n'étaient pas très contents qu'on aille distribuer des tracts. Voilà.
Mais il n'empêche qu'il y a eu du monde dans la rue ensemble. Maintenant, la société a tellement changé. Aujourd'hui, on ne compte pas sur les ouvriers d'industrie pour remplir les rues, il n'y en a plus. Donc c'est les manifs, la SNCF, etc., c'est des emplois de service. Alors est-ce que une convergence des luttes est plus probable? En tout cas, je la souhaite. Mais en 68, c'était très marginal, hein, la jonction. Il y avait une contemporanéité des luttes, mais la CGT et le Parti communiste n'accueillaient pas les étudiants les bras ouverts. Nous, 5 ans après, on a fait Libération, donc ce qui est un enfant de 68, on peut dire. Dans les 80 personnes, quand on a commencé à se payer, il y avait 80 personnes à Libération. Il y avait un seul qui venait du monde ouvrier des copains de 68. Donc la jonction, elle était symbolique. Elle était surtout beaucoup plus compliquée à faire qu'aujourd'hui parce que c'était quand même deux mondes qui se regardaient en chien de faïence. Les étudiants venaient encore à ce moment-là, grosso modo, vraiment de la bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie. Aujourd'hui, à la fac, il y a évidemment que ça reste l'origine sociale dominante, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup plus complexe. Il y a aussi beaucoup d'étudiants qui viennent de milieux encore... Donc, résultat, pour eux, cette convergence, elle est moins absurde, elle est moins compliqué à imaginer, et pour les ouvriers aussi qui le savent, ça, qui le sentent, c'est-à-dire ils voient très bien qu'ils n'ont pas, quand des étudiants débarquent dans leurs AG, ou à l'inverse quand eux ils viennent dans les AG, ils voient très bien que les deux mondes ne sont pas si opposés que ça, ne sont pas si lointains les uns des autres que ça. Donc là en ce moment il y a des images quand même de convergence et qui sont peut-être plus heureuses et avec moins de méfiance que peut-être en mai 68. Les deux mondes sont plus poreux? Oui, je pense vraiment. Et ça, c'est le résultat peut-être des années 80, du fait que le bac devienne un diplôme plus accessible et que donc l'entrée en fac devienne aussi plus facile. Et donc, résultat, être à l'université aujourd'hui n'est pas obligatoirement un signe uniquement de bourgeoisie ou de petite bourgeoisie. C'est un signe beaucoup plus trouble. Voilà. Il y a aussi un autre lot commun, c'est le monde du travail, le monde du chômage. C'est-à-dire qu'il y a une réalité. Les étudiants aujourd'hui, moi j'ai un fils de 23 ans, les étudiants aujourd'hui, ils vont à la fac en attendant le chômage, dans le meilleur des cas, ou en attendant un stage non rémunéré, etc. Et les gens qui ont du boulot, ils sont entre deux plans sociaux, ils sont plusieurs millions au chômage, etc. Ça crée des liens, quoi. En 68, on n'avait pas le souci de ça. On savait que... On pouvait dire merde à son patron, on en avait un autre le lendemain, ce qui était encore un patron, mais on pouvait, en tant qu'étudiant, on avait un petit boulot, on changeait, le lendemain, on en avait un autre. C'est plus tout à fait comme ça. Et puis, pour le coup, le Parti communiste, via les syndicats aussi, bloquait beaucoup l'entrée des usines aux étudiants. Hein. C'est-à-dire que c'était beaucoup trop spontané, c'était beaucoup trop... C'est rien, Ça, c'est Macron. Non, c'était beaucoup trop... comment dire... Il y avait trop de méfiance, quoi. Là, aujourd'hui, c'est pareil. Comme idéologiquement, les choses ont beaucoup bougé, les frontières se sont atténuées. Résultat, il n'y a pas la même méfiance du tout. Oui, il y a moins de méfiance parce qu'il y a aussi moins de partis communistes. Oui, voilà, Je disais que Cohn-Bendit disait qu'il voulait renverser le capitalisme. Dans ton roman, Arnaud, tu pointes évidemment le libéralisme économique et ce que ça fait sur les salariés. Mais ton ministre, enfin ton secrétaire d'État, c'est pas la figure du méchant, lui. Il a plein d'idées, il veut faire du développement durable, il veut rétablir l'équilibre nord-sud, sauf qu'aller dire à des gens qui vont perdre leur boulot, des gens qui bossent à la chaîne dans des conditions quand même assez dures, que leur boulot fait qu'en Afrique, il y a des gens qui n'arrivent pas, eux, à avoir de boulot. C'est un discours qui n'est pas entendable. Non, il se prend une veste quand il vient leur dire ça. Et en fait, ils ont raison de l'envoyer dans les cordes au moment où il dit ça. Pourquoi ? Parce que il vient leur expliquer que donc c'est un abattoir de volailles. C'est grosso modo, je m'inspirais du groupe Doug là, qui vient de fermer complètement, qui à l'époque donc n'était pas encore fermé. Et donc c'est grosso modo c'est un des acteurs de la malbouffe. Mais c'était aussi un acteur des
du grand décalage nord-sud parce que les aides européennes à l'exportation rendaient les poulets bretons concurrentiels même au Mali, etc. Donc ça faisait qu'au Mali, quelqu'un qui voulait monter un élevage de poulets ne pouvait pas le faire parce que ces poulets seraient plus chers que les poulets qui arrivaient d'Europe. Donc il y avait quelque chose d'absurde. L'Europe dit on va arrêter ça parce que on peut pas d'un côté. Bon bref, on va arrêter ça. Et résultat, il y a une casse sociale colossale parce que toutes ces entreprises n'ont pas voulu anticiper la chose. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans, c'est si je fais un roman, je fais pas de la politique, c'est pas une tribune politique mon livre, c'est vraiment un roman. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est de montrer comment deux sincérités peuvent se broyer l'une l'autre. Donc d'abord, ça consiste à éviter le discours manichéen. Si j'avais pris un homme politique de droite insensible à leurs problèmes, si j'avais pris le patron de l'abattoir, c'est pareil, j'aurais été bloc contre bloc, donc obligatoirement le patron aurait été perçu comme le salaud du jour et les salariés comme les victimes uniquement. Donc moi j'ai eu l'impression de faire un geste important pour ce roman, le jour où je me suis dit non, il faut qu'ils soient plutôt de leur bord, il faut qu'ils le perçoivent eux aussi qu'il est plutôt de leur bord, et il faut qu'ils aillent au bout tout en sachant qu'il est plutôt innocent, c'est-à-dire tout en sachant que ça n'est pas vraiment l'incarnation du salaud, presque comme dans un mouvement un peu magique, c'est-à-dire on a besoin de ton innocence pour nous retrouver la nôtre. Ça veut dire quoi pour nous retrouver la nôtre? Ça veut dire que ces salariés-là, ils vont être, comme tous les salariés, tenus pour responsables de la faillite de l'entreprise. On va dire « Ah, vous n'étiez pas assez productif, etc. etc. » Ensuite, ils vont être tenus pour responsables du trou de la Sécu et du trou de l'assurance chômage parce qu'ils vont tous se retrouver au chômage. C'est-à-dire qu'on est face aux personnes les plus dominées de l'économie française, par exemple, et en plus, on voudrait en permanence les présenter comme responsables de toutes les catastrophes. Et donc, quand l'autre il arrive en disant « Mais regardez, ça crée des décalages nord-sud, regardez au Mali, ça entretient la misère », les autres ils disent « Je veux pas entendre ça, c'est-à-dire tu vas pas me tenir responsable en plus de la misère au Mali, c'est pas possible, je peux pas être moi qui suis déjà victime de tout, je peux pas en plus prendre cette responsabilité-là sur les épaules. » Donc en fait, lui il a raison de vouloir leur dire « Regardez, c'est de la malbouffe, regardez, il faudrait peut-être inventer un autre projet économique », mais eux ils ont raison de refuser d'entendre ça, quoi. Et c'est là qu'il y a un truc d'insurrection. C'est le moment où tu en as assez de prendre toutes les responsabilités sur tes épaules, quoi. Alors que tu perçois bien, tu vois bien que tu fais partie au contraire de ceux qui sont les plus écrasés par ce système-là. Jean-Baptiste, le système de collage, montage de la presse de l'époque que vous avez fait prouve que le monde ne s'est pas arrêté de tourner à ce moment-là. Alors, il y a eu une contestation assez universelle, puisqu'il n'y a pas qu'en France que les étudiants se sont mis à manifester. Mais vous montrez bien qu'en même temps, à Paris, il y a les négociations américano-vietnamiennes, que les premières transplantations cardiaques occupent vachement la une des titres. On suit, alors, elles ne marchent pas toutes, les premières transplantations. Oui, elles ne marchent aucune sauf une. Le révérend Père Boulogne, mais c'est la foi qui sauve. Il a survécu, tous les autres sont morts dans la semaine. Ouais. Et puis vous mettez des petites pubs que vous avez extraits des journaux de l'époque. Comment vous avez dosé justement ces collages D'abord, je ne m'en souviens pas, c'était il y a 20 ans. Mais non, c'est une vraie revue de presse, quoi. D'abord, il y avait des journaux qui ont disparu. Il y avait encore Paris Presse Intransigeant, il y avait L'Aurore, il y avait Paris Jour, il y avait des tas de journaux dont l'insurrection qui vient n'émouvait pas beaucoup. Et donc, oui, il y a plein de... trouver un local pour les représentants du Vietnam et des États-Unis qui prétendaient faire la paix, ça n'a pas marché, hein, mais bon, ils se sont rencontrés à l'Hôtel Majestic près de l'Étoile à Paris. Ça a été possible. Il y a même eu de l'essence. Une des raisons du ralentissement des événements, c'est le manque d'essence. Et on peut dire aussi qu'une des responsabilités de la gauche, en particulier du syndicat du livre, ça a été de ne pas faire grève, ça a été de mettre un point d'honneur à ce que les journaux paraissent et que les gens soient informés. C'est en 68 que Europe 1 et RTL, que ça peut-être encore Radio Luxembourg, ça je ne suis pas sûr, que ça peut-être déjà RTL, ont été écoutés par des gens qui n'avaient rien à faire sur ces antennes, mais comme le RTF était muselé par le pouvoir, France Inter a mis 15 jours avant de se décider à faire des reportages. Les émissions de télé comme 5 colonnes à la une, etc., ont été censurées
pendant un long temps. Et d'ailleurs, après, quand la droite politique a fini par gagner, tous ces gens-là ont été virés de l'ORTF. Donc le fait que les journaux aient continué à paraître alors que le syndicat du livre était et restait encore pendant des décennies un pouvoir incontournable, a tenu à ce que les journaux paraissent. Donc les journaux ont paru dans le modèle qui était le leur, c'est-à-dire avec des pubs, des histoires people, c'est assez marrant. Et c'est les transplantations cardiaques. Enfin, Barnard, le type qui a fait les premières en Afrique du Sud, c'était avant. Il a commencé en 66 et ses clients sont morts aussi. Mais pendant mai 68, c'était les premières françaises. Cabrol, je crois, il s'appelait. Ouais. Et donc, ils sont tombés comme des mouches, sauf le révérend père Boulogne, mais qui, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais il avait 62 ans à l'époque, donc ça ne s'est pas arrangé. C'est même pour nous non plus. Et voilà, ouais, il y a des pubs, il y a des voyages. Parfois sont en décalage total. Les élèves des Beaux-Arts qui occupent leur école depuis une semaine demandent la dissolution de l'ordre des architectes féodal et oppressif. Paragraphe suivant. Pub dans Le Monde. Comment choisir une école en Suisse? Service de renseignement scolaire, Transworldia, 5 rue du Vicaire Savoyard à Genève. Ça, vous l'avez fait exprès quand même. Les extraits, je les ai choisis, ça c'est indiscutable. Hein. Il y avait beaucoup de tuyaux aussi. C'est à l'époque où Roger Garaudy publiait un livre qui s'appelait Peut-on encore être communiste aujourd'hui? Et il y avait dans l'Humanité, bon, après il s'est fait virer, hein, et des pubs pour son livre. C'était assez marrant. Quoi. Alors je crois que Grégoire, une question. Messieurs, je vous laisse répondre. Oui, je crois. Oui, c'est juste, mais je crois que justement, quand bien même ce serait à réexaminer, ça permet quand même des passerelles. C'est-à-dire, ça permet quand même que deux mondes se parlent et en fait, en se parlant, se découvrent étrangers l'un à l'autre. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup d'images quand même de fraternisation ou de convergence. Elles sont toutes disponibles sur Internet en ce moment. Dès qu'il y a une AG quelque part, l'AG est rejointe par les autres. Et donc, ça ne veut pas dire que les différences, ce que tu dis toi, c'est-à-dire oui, il y a une apparence de culture commune et que en fait, en vrai, il y a des différences qui persistent. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que ça permet l'élan vers l'autre, quitte à ce qu'ensuite, en discutant, on se rende compte qu'il y a des grandes différences encore, quoi. Ben, au moins, on se parle. Ouais, voilà. Non, mais c'est intéressant, mais je n'ai pas de réponse. Mais il est possible aussi que la faille entre les cultures n'est plus tout à fait la même qu'il y a 50 ans. Elle n'est plus entre bourgeois et ouvriers, elle n'est plus économique. Mais elle existe. Peut-être elle est entre tolérance et intolérance, peut-être qu'elle est entre nationalisme et ouverture, peut-être qu'elle est ailleurs que dans des critères économiques ou sociaux, quoi. Non, mais ils existent encore, mais... sur scène. Mais si, c'est la bonne table ronde pour faire ça. Hein.
Mais les chiffres, de toute façon, là, vous commencez à donner des chiffres. Les chiffres aujourd'hui sont invraisemblables. Les chiffres, ils donnent tous le vertige aujourd'hui. Et il ne faudrait pas en donner 150, il faudrait juste en donner 3 ou 4, mais ils sont invraisemblables. Par exemple, sauf qu'aujourd'hui, le SMIC n'est plus la vraie barrière aujourd'hui, puisqu'il y a plein de contournements du SMIC. Mais par exemple, en Allemagne, le chiffre, c'est 13,5 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, alors qu'il n'y a que 4,5 millions de chômeurs. Ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui ont un travail et qui sont quand même sous le seuil de pauvreté. Et ça, si le SMIC saute en France, qui est encore une vague petite digue, ça va être délirant. C'est-à-dire qu'en l'espace de 10 ans, ensuite, on a les mêmes chiffres que l'Allemagne. Oui, il y a surtout beaucoup plus d'étudiants aussi. Puisqu'on parle d'insurrection, est-ce qu'on dit quelques mots du livre des places, hein, qui est un livre collectif qui vient de sortir là, il y a quelques semaines aux éditions Incultes et auquel tu as participé, Arnaud. On a voulu en fait faire le tour en fait de toutes les révoltes qui ont pris lieu sur des places, non pas en Europe mais un peu partout dans le monde. Alors c'est pas exhaustif, il en manque hein, évidemment, mais quand même on a essayé d'avoir le regard le plus large possible. On s'est donné comme date 2008 jusqu'à aujourd'hui, en considérant que celles d'avant, les révoltes d'avant, étaient tenues par d'autres enjeux, mais qu'à partir de 2008, il y a une espèce de similarité en fait des combats. Et donc on a voulu en fait fabriquer des tandems, c'est-à-dire qu'il y a presque toujours 2 personnes sur chaque texte, et l'idée c'était presque toujours un auteur français avec un militant ou un auteur du coin, de manière à être certain de ne pas écrire des choses hors sol ou trop fantasmées. Et donc voilà, il y a toutes les grandes révoltes de ces dernières années et qui sont traitées non pas sur le plan tant idéologique que vraiment presque urbanistique, c'est-à-dire qu'est-ce qui faisait que sur cette place-là, tout d'un coup, quelque chose se fixait, comment ça s'organisait, comment la vie des gens s'organisait, comment le pouvoir réagissait à ça ou pas. Donc il y a des grandes différences évidemment hein, entre la place Tahrir avec les snipers qui abattent les gens comme ça à vue, et puis ce qui se passait à Paris, c'est pas le même type de révolte, c'est pas le même type de discours. Mais à chaque fois, c'était intéressant d'essayer quand même de les mettre en regard les unes des autres. Et donc ça donne un livre qui, je crois, c'est un collectif. Hein, il y a une vingtaine de textes, je crois. Mais je crois que ça permet de fixer un moment de l'histoire très récente. Fixer un moment de l'histoire très récente et en même temps roman fiction à côté avec les châteaux qui brûlent. Parler de... Tu l'as dit tout à l'heure que c'était... Enfin, c'est pas un livre, j'allais dire politique. Il l'est, mais ce que je veux dire, c'est-à-dire, si moi, en tant que juste comme citoyen ou concerné par la chose politique, si je donne mon avis sur mon propre livre, c'est-à-dire, je vais le trouver trop noir. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai toujours un espèce d'optimisme incroyable dès qu'il y a des collectifs qui se forment quelque part, quoi. C'est-à-dire, j'ai tout de suite envie d'y croire, j'ai tout de suite envie qu'on joue la carte à fond, précisément parce que j'y vois toujours quelque chose d'heureux voilà, dès qu'il y a un groupe qui se forme quelque part. Sauf que j'étais obligé de constater dans l'écriture du livre que si je lui donnais cette fin ouverte-là, c'est-à-dire un collectif se forme, un collectif d'ouvriers se forme, et puis hop, ils réussissent à transformer leur usine en scope, etc., j'étais obligé de constater que je trichais un peu avec la réalité, parce que dans la réalité, les choses sont 100 fois plus compliquées. Et donc, le romancier en moi a pris le pas sur le militant, et le romancier en moi a dit non, en fait, la vraie chose que j'ai à décrire aujourd'hui, c'est plutôt l'espèce de plafond de verre contre lequel toutes les révoltes sociales aujourd'hui viennent se fracasser. C'est-à-dire, pourquoi il n'y en a aucune qui va au bout ? Pourquoi, quand il y a une chemise de DRH qui est déchirée, pourquoi on hurle au scandale alors que ça n'est rien du tout ? C'est-à-dire, le type est sorti, il n'avait pas un bleu, il n'avait rien du tout. Le lendemain, il était au travail, quoi. Donc, alors que dans les années 70, si on fait la liste de tous les gens de pouvoir qui ont été enlevés, voire assassinés dans les années 70 en Europe, c'est faramineux, c'est invraisemblable. Aldo Moro, il est enlevé le jour où il devient président du
conseil en Italie. Et 50 jours après, il est assassiné. Enfin, or, aujourd'hui, on a l'impression que dès qu'on s'en prend à un ingénieur dans une petite usine, tout de suite, c'est inadmissible. Et donc là, pour moi, ça, c'est la trace d'une répression qui est ultra violente, ultra radicale, répression symbolique et réelle par la police, mais aussi symbolique, qui fait que tout le monde est terrorisé quand on commence à vouloir toucher à un cheveu du système. Et donc, moi, mon livre, c'est vraiment une fiction, puisque justement, j'invente une scène qui ne peut pas avoir lieu aujourd'hui, à mon avis. Donc, la séquestration d'un homme politique important. Et ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est pas de tenir un discours politique, comme je disais tout à l'heure, c'est de voir comment deux sincérités arrivent à un moment à bricoler ensemble et finalement ne bricolent plus ensemble et se broient l'une l'autre. C'est-à-dire que les salariés sont réellement apeurés, ils sont réellement en colère, et lui, il est sincèrement sensible à leur désarroi. Sauf qu'à un moment, ils finissent par ne plus croire à sa sincérité. C'est-à-dire, ils se disent, c'est pas normal, ce type, il est tellement avec nous, il propose tellement qu'on s'en prenne à lui s'il peut servir de monnaie d'échange, que ça veut dire peut-être qu'il est en fait très très roué et il cherche à nous envoyer dans le mur. Et donc, alors que lui, il continue d'être sincère et de plus en plus radical, eux ils disent non, oulala, il veut à tout prix qu'on se plante, il veut à tout prix que les CRS trouvent un motif pour intervenir. Et ça, moi je le décris comme une tragédie, pas comme un document social, etc. Mais vraiment, j'avais dans l'idée de décrire ça comme une tragédie, c'est-à-dire comme un travail littéraire, quoi, sur la complexité des signes, sur la réversibilité des signes. C'est-à-dire que quand lui il dit mais n'oubliez pas que vous pouvez m'exécuter, il est très premier degré, sauf que les autres le reçoivent absolument pas comme un truc premier degré. Est-ce que, vous êtes romanciers tous les deux, quand on s'empare de sujets pareils, de la misère sociale, est-ce qu'il y a un moment, il faut faire attention, est-ce qu'il y a un risque d'esthétisation en faire de la littérature, voilà, est-ce qu'il y a un risque auquel je ne vais jamais réussir à le prononcer, d'esthétisation, et est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous faites attention? J'ai du mal parce que ça fait longtemps que je n'ai pas écrit de roman, mais je ne me souviens pas que l'esthétique soit un souci quand on écrit, quoi. C'est... Très belle réponse. Peut-être que quelqu'un trouverait ça esthétique à la lecture, mais c'est une chose à laquelle j'ai jamais pensé. Peut-être je peux dire une chose sur cette question-là, alors en prenant donc esthétisation en mauvaise part. Par exemple, en inventant ces 15 voix-là, j'aurais pu faire le malin, c'est-à-dire le malin avec les outils littéraires. C'est-à-dire j'aurais pu forcer chaque voix, c'est-à-dire les typer, faire que par exemple Fatoumata, elle soit vraiment encore plus pittoresque, faire que le délégué CGT, il soit encore plus enfermé dans une certaine façon de parler. J'aurais pu singer des discours. Ça aurait été une sorte d'esthétisation, c'est-à-dire qu'en fait, j'aurais fait qu'un objet littéraire en m'amusant avec des voix. Et en fait, je ne veux pas pousser le truc jusque-là parce que j'ai l'impression que même quand on fait une œuvre de fiction, et ça je sais pas, on a les mêmes devoirs que quand on emprunte un personnage à la réalité. C'est-à-dire que quand on emprunte un personnage à la réalité, je sais pas moi, faire un roman sur De Gaulle ou sur Federer, on a au hasard. Au hasard, on a une espèce il y a une espèce de contrat implicite qui consiste à dire je vais pas le caricaturer. Alors que en fait, on te pose jamais la question pour les personnages de fiction. Mais les personnages de fiction, ils pourraient te faire un procès aussi en disant c'est inadmissible de m'avoir décrit comme ça. Mais c'est pareil, c'est le même souci en fait, c'est de pas faire de caricature. Et donc moi, je voulais pas enfermer mes personnages dans une façon de parler. Ça aurait été trop simple, quoi. Il y a ça des fois dans Proust, qui est évidemment incroyable, dingue, mais souvent il pousse tellement loin le goût de faire parler les personnages. Donc par exemple la servante, on entend la vieille France avec des vieilles expressions, tel autre de la coterie Verdurin, on entend le parler des ambassades, et puis le lift, il fait que des lapsus tout le temps, il fait que ça. Donc c'est très jouissif pour le lecteur et c'est très jouissif à écrire, mais moi ça me met toujours un peu mal à l'aise. J'ai l'impression tout d'un coup de voir des caricatures tout le temps, quoi. Et je pense qu'on est quand même toujours, on est des caricatures. Moi
Je suis habillé de la tête aux pieds, je suis habillé en Célio là. Je suis une caricature de consommateur Célio. Pas de marque. mais en même temps, j'espère aussi que je suis autre chose que ça. Donc on n'est jamais intégralement la caricature. Enfin, ça déborde. Il y a des zones de complexité, de bizarrerie. Et moi, c'est ces zones-là que j'ai envie toujours d'avoir en tête quand je fabrique un personnage, quoi. Que voilà, il soit pas réductible à un parler, etc. Et donc, résultat, je pense que ça revient un peu à ce que tu dis, c'est-à-dire ne pas esthétiser, ce serait ça, ne pas faire le malin en tant qu'auteur, quoi. Ne pas s'amuser avec les situations que tu as entre les mains, quoi. Essayer d'approcher tout ce qu'elles ont de mystérieux et peut-être de sauvage, quoi, de bizarre. Moi, il y a cette phrase de Faulkner que je trouve incroyable, mais que je cite très mal parce que je la connais pas en anglais, et qui dit la littérature, c'est comme craquer une allumette dans une forêt la nuit. Ça permet absolument pas de dévoiler l'obscurité. Par contre, ça indique l'obscurité. Ça indique l'obscurité autour de nous. Et il dit la littérature, c'est ça, c'est indiquer l'obscurité autour de nous. Et ben voilà, il faudrait, pour chaque personnage et chaque situation de roman, il faudrait toujours penser à ça, quoi. C'est-à-dire non pas inventer des types et les caricaturer, mais au contraire essayer de faire que les personnages restent mobiles à l'intérieur de la situation qu'on invente, quoi. Bon. Non, mais je prends par exemple ce livre-là pour lequel vous m'avez invité. En vérité, c'est pas un exercice littéraire. Je faisais ça pour gagner ma vie quand j'étais journaliste. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a un souci esthétique. Parce que d'abord, le type qui va acheter le journal, il l'achète pas pour me lire moi. Il l'achète pour avoir des informations. Donc, il faut être modeste, quoi. Et par ailleurs, il faut pas emmerder le monde. Donc, il y a un souci alors peut-être pas d'esthétique, mais en tout cas d'équilibre pour qu'on puisse le lire jusqu'au bout. C'est juste un article. Maintenant, ça m'est arrivé une fois d'écrire un livre qui est là d'ailleurs, et c'est un tout petit livre, et comme je suis arrivé un peu avant, il y a un monsieur très gentil qui a eu le temps de le lire en entier, debout devant la table. Si c'est comme ça que j'ai gagné ma vie, ça va être dur. Enfin, bon, bref. Et ce livre-là, qui s'appelle Bordeaux-Vintimille, qui raconte un fait divers assez tragique, quand 3 jeunes légionnaires avaient jeté un type par la porte d'un train à toute vitesse. À chaque phrase, presque, je me dis, il faut pas faire joli, quoi. Il faut pas que ce soit joli. Et c'est un sujet que j'avais traité aussi au moment des faits dans le journal. Et j'allais sans arrêt aux articles que j'avais écrits, qui eux étaient écrits au jour le jour, avec plein d'erreurs, parce que les enquêtes sont difficiles. Et je préférais reproduire ces erreurs. Je n'ai pas cessé de gommer, par respect pour les vrais gens qui peuplent ce livre, de gommer le moindre effet littéraire, quoi. Alors que quand on écrit un roman ou sur sa famille ou sur ses rêves, on a le droit d'être nul, quoi. Mais de fait, là, dans cette sorte de revue de presse, en fait, très vite, ça peut être lu presque comme des poèmes en prose, en fait, parce que justement par le biais de ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire le collage, et puis le fait de compresser presque ensemble des nouvelles importantes, des nouvelles de l'étranger qui n'ont rien à voir avec mai 68, des publicités, etc. Ça crée un objet très très étrange. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression d'être en surplomb et puis de comprendre un peu ce qui se passait en mai 68. Au contraire, on a l'impression d'être replongé dans le bazar que ça a pu être, dans l'absence de perspective. Et ça fait des textes qui peuvent presque être lus, oui, comme des textes purement littéraires, et pas, enfin purement littéraires, ça veut pas dire grand chose, mais et non pas comme des documents d'époque. Je suis complètement d'accord, et ce sera le mot de la fin, parce que sinon je vais rater mon train. Pour voir l'obscurité de la forêt, vous allez lire Jour de mai de Jean-Baptiste Aran chez Verdier, Des châteaux qui brûlent d'Arnaud Bertina chez Vertical, et puis je rappelle le collectif Le Livre des Places chez Un Culte. Merci. Un grand, grand merci à vous deux et à vous tous.